Les mèmes. Les mèmes, ou memes, sont partout, et depuis toujours. Vous les connaissez, les partagez, et participez malgré vous à leur création. Ce sont des images, des sons, des symboles culturels qui sont reproduits et utilisés en dehors de leur sens premier. Le terme est introduit en 1976 par Richard Dawkins pour illustrer le concept de gène égoïste. Les gènes se reproduisent par copie et privilégient ceux qui auraient le plus de puissance à se répandre. Le terme désigne surtout les mèmes Internet, car le réseau est propice au partage massif et incontrôlé d'informations. Il est comme la version accélérée du chaos primitif de la nature, duquel émergent les créations les plus appréciées. C'est donc une création, une diffusion et un choix populaire, l'expression d'une volonté collective au sein d'une démocratie Internet. J'ai pu en discuter avec Janonymous, un vidéaste qui s'est fait historien et archiviste des mèmes. Un mème n'est un mème que s'il est répliqué, transformé et partagé d'individu en individu, quoi. Que s'il se réplique d'individu en individu. Donc, comme un virus, hein, on peut parler de virus de l'esprit, hein, des fois, puisque c'est le penchant culturel de la génétique, en fait, les gènes tels qu'ils ont été théorisés par Richard Dawkins en 1976. C'est de l'information qui transite par le plus grand nombre de la façon la plus simple et la plus efficace possible. Pour moi, le mème Internet, c'est une vitrine de la mémétique et de la théorie mémétique, tout simplement. Et ce virus a un impact social et politique. Il joue un rôle dans notre vie, influence nos idées, notre vision du monde. La sentez-vous, cette chorémanie moderne ? Parlons d'humour sérieusement. Pour comprendre une blague, il faut saisir le contexte, c'est-à-dire la base culturelle. Il faut saisir la référence commune pour pouvoir rire ensemble. Et ça s'applique tout particulièrement pour les mèmes, dont la quasi-totalité a une visée comique. Vous ne comprendrez rien sur le Narchi de Brassens si vous ne connaissez pas les chansons du Grand Georges. Battre le tambour avec mes parties génitales. Et vous vous demandez pourquoi cette armée de hérissons obèses fait de bruit de claquements de langue sur ce jeu de réalité virtuelle. Do you know the way? Les références sont donc communautaires. Ce sont des private jokes plus ou moins élargis qui ont un aspect sectaire discriminant, allant à l'encontre de l'élection démocratique des mèmes dont je parlais en introduction. Le mème, quand il va sortir de son nid, on va dire, de son nid communautaire, il aura changé, il aura déjà été transformé en conséquence. Et ce qui fait que, dans la plupart des cas, il va être rejeté aussi par ses parents, hein, par les gens de la communauté qui l'ont développé, qui l'ont créé. Il y a même eu une période où sur 4chan, pas que sur 4chan il me semble, mais en particulier sur 4chan, ils ont contrecarré avec des trucs encore plus cryptiques, des inside jokes qui sont même plus des blagues, mais qui sont juste des codes cyniques et ironiques, que les gens qui ne sont pas dans l'ironie de la création du truc ne peuvent pas comprendre en quoi le truc est drôle. Parce que c'est même pas drôle à la base, c'est juste pour se moquer des gens qui vont le prendre et le répliquer en dehors, en disant « Ouais, c'est trop cool cette grenouille sur un monocycle. » quoi. Deux choses m'intéressent ici. Déjà, c'est un sociolecte. C'est un langage qu'on peut décrypter si on en a le code, car il désigne une communauté qui au départ se définit par l'exclusion. Cette analyse a été faite par Amadeus, qui a consacré un mémoire de philosophie au rôle politique des mèmes. Les mèmes, c'est un sociolecte, enfin plutôt des sociolectes. Et pour les comprendre, en fait, il faut les côtoyer. D'ailleurs, typiquement, tu vois que si tu commences à montrer des mèmes à quelqu'un qui ne regarde jamais ou qui n'est pas trop là-dedans, bah, il ne comprend pas. C'est pourquoi les grands médias et les équipes de com ont été exclus de cet univers pendant longtemps, n'arrivant pas à décrypter le phénomène en perpétuel changement, passant pour ringards lorsqu'ils essayaient d'être dans le move. How do you do, fellow kids? What? Jeannot parle de l'ironie, ce qui rejoint ce que je disais dans un épisode précédent sur l'esprit de notre époque, éloignement des valeurs morales et nihilisme omniprésent. Les jeunes n'ont plus foi en rien, et les mêmes portent cette absence de sens. Ils ne sont pas porteurs de contenu, c'est un outil de déconstruction des représentations, une manière de faire éclater nos structures de pensée. Avec le temps, le vieux monde a raccroché les wagons et réussi à miser sur son potentiel de mémification pour gagner en popularité.
C'est l'adaptation des stratégies de communication à l'ancienne, passant de la télévision à Internet, et Internet influençant la télévision en retour. Et du coup, ça exacerbe, mais je dirais, de façon presque grotesque, justement, cette pipolisation du politicien. Et ça en vient là vraiment, je pense qu'on a dépassé des limites où là, ils ne peuvent plus être crédibles en faisant ce genre de choses pour moi. Comment je vous appelle ce soir? Monsieur le Président, François Hollande Appelez-moi François. François Je vous appellerai Étienne. Ou Samuel, puisque Étienne, c'est mon nom de famille. Ouais. Et comme ça porte très peu de contenu, ça favorise les affirmations chocs et absurdes. Les slogans comme on va construire un mur, réémigration, double portion de frites, ou la République, c'est moi. Alors comment on fait pour être mémable en politique ? Moi, je dirais, si de base, la personne est assez choquante, si elle a déjà une stratégie de com basée sur le choc, la confrontation, la virulence ou des choses comme ça, je pense que ça a plus de chances d'être détourné, d'être tourné en ridicule justement, ou en louange pour les partisans. Cela va de pair avec l'hypertrophie de la sphère publique. L'expression du mécontentement des citoyens est permanente et les informations doivent être fréquentes, intenses et sortir du lot. Cela implique une diminution du temps de réaction de la sphère publique aux informations, impose des décisions aux effets immédiats ou plutôt des déclarations publiques fréquentes et influencées, sans temps de réflexion et de mise en œuvre des plans politiques. Par exemple, Donald Trump et son compte Twitter de destruction massive. Des messages courts, postés sur le vif, comme le Cov Féfé de 2017, une faute de frappe qui a donné lieu à de nombreuses interprétations. On y voit ce qu'on veut derrière, mais qu'est-ce qui est important quand Trump tweet China? C'est que tous les médias vont en parler. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Voilà, on ne peut que lui prêter des intentions, et c'est peut-être même ça qui est encore plus intéressant, c'est que lui-même, on ne sait pas vraiment ce qu'il a voulu dire par là, et que du coup, comme ça prête à spéculation, on va encore plus aller le partager. Donc finalement, ce qui importe dans ce tweet China, c'est pas le sens qu'il a, c'est le sens qu'on va bien lui donner, et le fait que tout le monde monte au créneau. Cependant, on doit parler de l'éléphant dans la pièce, comme disent les Amerlocs. C'est que le format favorise la droite. Et je sais, c'est un terrain glissant, et il est rapide de faire des amalgames. Et si la majorité des mèmes reste apolitique pour plaire au plus grand nombre, et car notre génération est plutôt désengagée, il n'en reste pas moins que les valeurs de droite imprègnent cet univers, souvent avec un second degré. Je dirais pas forcément en fait, c'est pas un humour de droite fondamentalement. Avant d'être un humour de droite, c'est un humour qui n'est pas un humour de gauche, parce qu'il ne rentre pas dans les codes et dans les standards politiquement corrects de la gauche, en tout cas de la gauche progressiste actuelle, celle qui domine idéologiquement Twitter. Voici une analyse personnelle. Tandis que les valeurs de gauche imprègnent la morale collective, les notions de tolérance et d'inclusion faisant partie de l'éducation civique, les valeurs de droite imprègnent l'humour, car elles frôlent les limites de l'acceptable. D'où le succès du personnage extravagant et indigne de Trump. Grand conservateur capitaliste, dont les valeurs sont la liberté de marché, la sécurité nationale, avec la fermeture des frontières. Aujourd'hui, la droite a perdu la guerre idéologique. D'ailleurs, on le voit très bien parce que les grandes FTN comme Nike, comme Coca-Cola sont hyper progressistes dans leur discours. Ce sont des gens qui cherchent à ne pas offenser son prochain, en fait. Et généralement, les minorités. Parce qu'en fait, ceux qui subissent l'oppression sociétale, ce sont les minorités. Il est certain que l'humour oppressif fait rire beaucoup de gens. Et il fait d'autant plus rire les gens que certains le trouvent insupportable. Certains trouvent insupportable que des gens fassent encore des blagues racistes en 2021, ou des blagues homophobes. Et le fait que des gens trouvent ça insupportable rend la chose encore plus fun, en fait, encore plus drôle. Et cette droite décomplexée et drôle fait opposition à une gauche moralisatrice et chiante. L'ironie est un grand atout, car il n'y a pas de mauvaise presse, et on peut frôler les limites de l'acceptable. Les mèmes sont un solide bastion d'humour noir et de résistance au politiquement correct, à tel point qu'on peut l'accuser d'être fascisant. Un cœur de création des mèmes est 4chan, devenu zone de non-droit où naissent les templates avant d'arriver dans la sphère publique, sous une forme lissée et amoindrie. Mais étrangement, l'extrême droite y est surreprésentée et peut faire infuser ses idées. C'est cette fameuse notion qui veut qu'à force de revêtir ironiquement une idée, elle finit par nous coller à la peau. C'est notre psychologie qui veut ça, et les marketeurs et les politiciens qui nous martèlent les contre-vérités à longueur de journée le savent bien. Le fait d'être mémable a rendu Trump plus populaire dans le monde et a joué dans le résultat des élections de 2016. Son image, même ridicule, a eu des effets politiques. Idem pour Elon Musk,
première fortune mondiale depuis janvier, qui a vu sa popularité être forgée en partie grâce aux mèmes. Et le voici en train de noter des mèmes en compagnie de Justin Roiland, co-auteur de Rick et Morty. Of course it happened. I think this is a reflection of how Ou bien PewDiePie, pendant longtemps première chaîne YouTube en nombre d'abonnés, créateur et commentateur de mèmes. Je le répète ici, l'humour n'est jamais innocent. Il est un outil de normalisation d'idées. Les mèmes ne sont que le sommet de l'iceberg, et leur pouvoir est insoupçonné, même de leurs créateurs. Et c'est aussi la difficulté. On est tous auteurs de mèmes, ne deviennent populaires que ceux qui fonctionnent et que nous acceptons. Ils font partie de l'histoire, et d'eux émerge une raison collective, et parfois même un président d'une des plus puissantes nations sur Terre. C'est l'expression de la volonté d'un peuple, qui se décline sous des formes diverses et qui est favorisée par ce format autogéré. Alors les mèmes sont-ils la réponse à la crise démocratique, ou bien le symptôme néfaste d'une société qui n'a plus foi qu'en l'ironie ? Ils sont divers et complexes, et peut-être nous faudra-t-il quelques années pour en tirer des conclusions claires. Ces valeurs politiques des mèmes restent limitées à grande échelle. Les mèmes ont quand même ont besoin des réseaux sociaux pour se répliquer maintenant. Et les réseaux sociaux sont les endroits qui sont les plus régulés d'Internet à l'heure actuelle. Enfin, j'ai l'impression. Le but du pouvoir, ce qui est important, c'est pas ce que tu dis ou ce que tu fais, c'est de conserver le pouvoir. C'est de l'acquérir, et une fois que tu l'as, c'est de le conserver. Et tous les moyens sont bons pour le faire. Mais des journalistes, penseurs et influenceurs qui maîtrisent le langage mème ont à présent un poids politique. Aujourd'hui, les partis doivent travailler avec eux, et ceux qui y parviennent le mieux sont à l'extrême droite. Le Front National en France, les dernières élections, c'était les premiers à essayer de buzzer sur Internet. Ces gens-là qui ont aussi une grosse base de fans, et tu sais jamais si c'est des gens qui regardent pour se moquer et qui les encouragent dans leur délire pour qu'ils aillent encore plus loin et pour qu'ils deviennent encore plus choquants. Tu sais pas si effectivement c'est des politiques qui s'amusent à récupérer les discours et à convaincre les gens de le reprendre, ou si c'est des gens qui s'amusent à reprendre le discours et à soutenir les politiques pour les troller. Je vous laisse à ces réflexions. Que votre rire innocent devant le prochain template à la mode vous inspire quelques idées sur vos présupposés culturels et politiques. Car s'il y a des méchants dans ce monde, même votre rire participe à leur gloire.